Salut les Gones, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la saison 3 du Gonecast. Comme tous les lundis, on se retrouve tous ensemble pour débattre autour de l'actualité, du mercato, des matchs, des débriefs un peu sur l'Olympique Lyonnais. Restez avec nous pour voir cette émission passionnante qui s'annonce encore une fois. Je vous invite également à réagir au chat sur Twitch, aussi bien sur Twitch que sur Twitter avec le hashtag Gonecast. On va lire tous ensemble vos réactions et essayer de vous faire participer un peu au débat. Je vais vous présenter cette petite bande de foufous qui m'accompagnent pour cette émission, mais juste avant, je vais vous présenter le sommaire de cette émission. En première partie de l'émission, on va... Alors, apparemment, il y a un écho. Je crois que ça vient de chez notre invité. Il y a un écho qui vient de chez notre invité. Si tu as des écouteurs, frérot, ça nous arrange. Je vais baisser, j'ai baissé. Ça marche, ok, très bien. En attendant, du coup, je disais que je vais vous présenter c'est bon, c'est nickel apparemment. Merci à toi, frérot. Je vais vous présenter le sommaire de cette émission de ce soir. On va revenir en première partie sur ce match nul contre Lorient. Un partout. But de Wissa, enfin ouverture du score pour Lorient de Wissa et réduction du score du coup de Léo Dubois à la 74e. On va en parler un peu plus tous ensemble juste après. En deuxième partie d'émission, on reviendra sur le mercato. Il y a encore quelques dossiers à discuter. Je pense qu'on parlera mercato pour l'avant-dernière fois. Je pense que la dernière fois sera la semaine prochaine. Donc voilà, restez avec nous, on va en parler tous ensemble. Il y a plusieurs cas à évoquer. En troisième partie d'émission, on fera un jeu. On fera un petit jeu entre nos deux chroniqueurs du soir. Ils vont devoir nous convaincre sur deux recrues sorties de leur imagination qu'on pourrait voir à l'OL. Voilà, à suivre. Je vous invite à rester. Et en dernière partie d'émission, on fera un petit preview, on va dire, sur le prochain match de l'OL qui sera justement contre l'OM. Je vais vous présenter la bande qui m'accompagne ce soir. Déjà, mon premier chroniqueur fait sa première ce soir. Tout à l'heure, je suis allé chez le coiffeur. Quand le coiffeur m'a demandé ce que je voulais, j'ai montré une photo de lui. C'est Max. Salut Max. De retour, Eh bah, on t'entend mal, Max. On t'entend très mal, frérot. On m'entend mal. Ok, c'est mieux là. Là, c'est mieux. Ok, content d'être de retour. Bonsoir à tous, premièrement, et content d'être de retour dans l'équipe en tant que chroniqueur cette fois-ci pour essayer d'amener une petite expertise de non-expert. Mais en tout cas, j'espère qu'on a pas mal de choses à dire. Donc, content d'être de retour pour parler de l'OL. Je pense que je suis un peu sadomaso. Plus l'OL joue mal, plus j'ai envie d'en parler. Donc, c'est pour ça que je suis de retour. Eh ben écoute, je suis très content aussi de te revoir, surtout qu'on s'entend très bien et qu'on a beaucoup échangé, notamment l'année dernière. Donc très content de t'avoir dans l'équipe et hâte de bosser un peu plus avec toi. Mon deuxième chroniqueur, il est expert Olympique Lyonnais, mais il est surtout expert météo. Salut Yaman. Salut Marlon. Alors Yaman, quel temps fait-il en ce moment à Lyon ? Il fait très froid en ce moment à Lyon. On dirait que l'automne est arrivé. Bon, voilà, c'est bel et bien le cas si on regarde le calendrier. Donc, c'est la saison. C'était un peu brusque, mais c'est sympa. Évidemment, je vous rassure, hein, les spectateurs, on va pas parler météo toute la soirée. On va surtout parler de l'OL avec nos deux chroniqueurs et notre invité du soir. Notre invité du soir, vous pouvez l'apercevoir de temps en temps, aussi bien chez Oh My Goal que chez Winamax dans le Winamax FC. C'est l'un des cofondateurs du Club des 5 et je peux vous dire une chose, le journaliste, il est comme ça et l'homme tout autant. Salut Walid, comment tu vas ? Salut l'équipe, salut Marlon, merci pour l'invitation, merci pour la présentation. C'est un honneur et un plaisir de débattre de l'Olympique Lyonnais avec vous. Bah écoute, moi je trouve que moi déjà quand j'ai vu que dans la liste des invités il y avait Walid Acharchour, j'étais atteint. C'est vachement original parce que je crois que tu es le premier invité de la saison qui n'est pas forcément supporter de l'équipe et qui donc a un avis un peu plus extérieur. Donc je suis très content de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Parce qu'il y a une grande légende qui dit que je suis supporter lyonnais, alors c'est complètement faux. Il y a beaucoup de supporters qui me suivent sur les réseaux, qui à chaque fois me le demandent et c'est vrai que ça fait 1 an ou 2 que je me bats sur les réseaux pour leur expliquer que c'est pas le cas. Mais tu supportes une équipe En fait, à la base, moi, je supportais, comme je le dis souvent,
supportais étant petit le Paris Saint-Germain parce que je viens de Seine-Saint-Denis et je viens de, voilà, c'est le club que tu suis en premier. Mais à partir du moment, en fait, où j'ai commencé mes études de journalisme et que j'ai voulu donner mon avis sur le football, j'ai vraiment essayé d'enlever cette passion et même si encore une fois l'objectivité n'existe pas, mais d'enlever ce côté un peu supporter pour essayer de me mettre les meilleures chances de mon côté. Donc voilà, à partir du moment où je suis rentré en école de journalisme, j'ai arrêté. Aujourd'hui, je supporte aucune équipe, je supporte plus un football qu'un club. Bah écoute, Walid, ok, déjà, très bien. Et je pense que tu es sur la bonne voie. Contrairement à Rudy Garcia, qui lui a fait un nouveau match nul le week-end dernier contre Lorient. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un partout, ouverture du score de Wissa et réduction du score peu de temps après de Léo Dubois. On a pu apercevoir encore une fois une défense à 5, Walid. Est-ce que pour toi, Rudy Garcia a eu raison de retourner à une défense à 5, sachant qu'au dernier match, je crois que c'était contre Nîmes, il a opté pour une défense à 4 enfin. Donc du coup, retour à une défense à 5, est-ce que pour toi c'était une bonne idée déjà? Non, moi, encore une fois, je le dis depuis ce Final 8, j'ai vraiment l'impression que Garcia n'a pas switché sur la problématique Ligue 1 où Lyon va rencontrer 80%, allez, 85% des équipes qui vont les attendre et qui vont jouer avec un bloc très, très, très bas. Et moi, je ne vois pas l'utilité, notamment avec les pistons Maxwell Cornet et Léo Dubois qui sont assez neutres dans leur activité. Comment ce système peut fonctionner, même si, encore une fois, ce n'est pas qu'une histoire de système, c'est aussi une histoire d'animation. Moi, j'ai trouvé que sur certaines phases de jeu contre Nîmes, c'était plutôt intéressant à 4, notamment en première mi-temps où ils se sont procuré quelques situations, même si en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus décevant. Mais quand tu installes un système à 4, c'est pour lui donner de la continuité. Si c'est pour revenir à un système en 3-5-2 qui a fonctionné dans un contexte très, très particulier au Final 8 face à des équipes qui avaient le ballon, et que tu n'arrives pas vraiment à imposer ta patte en Ligue 1, ça devient problématique. Et moi, sincèrement, je n'ai pas compris pourquoi, contre Lorient, à l'extérieur, tu as besoin de jouer avec 3 défenseurs centraux et 2 pistons. Les gars, vous avez un avis un peu différent, Max? Non, pas vraiment. Je pense que je vais rejoindre ce qu'a dit Walid sur le système mis en place. C'est un système, déjà, je trouve que par rapport à l'effectif qu'on a actuellement, c'est même pas celui qui correspond le mieux à l'effectif actuel, à part pour protéger Cornet et Dubois qui défendent très mal et du coup on les installe avec une défense à 3 derrière. Mais on va en discuter plus tard. Mais c'est des joueurs qui, pour moi, doivent être, enfin en tout cas pas des titulaires indiscutables. Et en tout cas, oui, donc le système, c'est quelque chose, mais ça ne fait pas tout. Pour moi, la situation de l'OL, elle est surtout liée aussi au niveau des joueurs, on va dire leur situation personnelle. On a tous les joueurs importants de l'effectif. On a l'impression qu'ils sont sur la sellette ou en instance d'être vendus. Donc, ça amène pas de sérénité. Quand tu abordes le match, tu sais pas qui va jouer, tu sais pas dans quel état d'esprit nos joueurs importants, dans quel état d'esprit ils abordent le match. Donc, c'est déjà compliqué déjà quand tu commences comme ça. Donc, on verra pour les jours prochains avec le mercato. Mais je pense que c'est aussi l'une des raisons actuelles. Yaman, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que dans l'effectif lyonnais, il y a des joueurs qui pourraient tirer leur épingle du jeu? Je pense à des joueurs qui ne sont pas convoités. Là, comme ça, j'ai pas d'exemple, hein, mais si, peut-être, quoique Andersen est parti, mais enfin, voilà, un joueur comme Melvin Bard, pour toi, est-ce qu'il aurait dû être titulaire? Un joueur comme Kadewere, est-ce qu'il aurait peut-être dû commencer la rencontre? Est-ce qu'il y a des modifications à ce 11 qui auraient dû être fait avant le match contre Lorient? Bon, alors avant de répondre à ta question, je vais déjà rebondir sur la problématique du système de jeu qu'on a évoqué avec mes deux collègues. Donc d'abord, on parle de système à 3 défenseurs centraux, mais si on regarde un petit peu dans les faits où sont positionnés ces défenseurs centraux, on va remarquer qu'ils sont extrêmement hauts. Denayer, il a pratiquement la hitmap d'un latéral droit. Dubois et Cornet, ils ont pratiquement la hitmap d'un ailier droit et d'un ailier gauche. Donc même quand j'ai regardé un peu les hitmaps, j'ai remarqué que Cornet, il était plus haut en moyenne que Aouar au moment de toucher la balle.
Donc c'était quand même assez flagrant. Donc on peut pas vraiment les considérer comme défenseurs qu'on utilise pour solidifier un peu notre système défensif. Non, c'était une configuration que Rudy Garcia a voulu très offensive, mais malheureusement, il suffit pas d'avoir beaucoup de joueurs offensifs ou avec des instructions offensives pour que ça puisse débloquer les blocs de Ligue 1, les blocs très très compacts de Ligue 1 qu'on rencontre souvent. Donc maintenant, pour revenir à la question des joueurs, pour moi, Melvin Barr, après ses dernières apparitions, il méritait très clairement d'être titulaire, à mon avis. Rudy Garcia, oui, à mon avis, il était convaincant. Après, justement, si tu veux utiliser un système à 3 défenseurs centraux et en plus rajouter Melvin Barr, qui n'est pas un attaquant de base comme Cornet, là, tu vas vraiment te priver de beaucoup de force offensive sur le papier. Si dans la logique de Garcia, qui consiste à entasser les joueurs offensifs pour produire de l'attaque et entasser les joueurs défensifs pour défendre. C'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Donc, ça aurait pas fonctionné, à mon avis, dans une défense à 5. Par contre, si on était parti dès le début sur une défense à 4 avec Melvin Barr à gauche, là, j'aurais totalement validé. Bien sûr que j'aurais préféré ça à Cornet. Et d'ailleurs, ce qu'on a fait, je pense, en deuxième mi-temps, quand on a sorti Sinali Diomandé et qu'on a mis Cornet latéral gauche, j'ai pas du tout aimé. J'aurais largement préféré avoir Melvin Barr dès le début. Après, devant Tino Kadewere, je pense que c'est encore un peu trop tôt. Il commence un petit peu à montrer certaines qualités et tout, mais ça reste encore trop tendre. Je suis convaincu qu'il a beaucoup de qualités, qu'il peut à terme devenir un joueur très important à l'Olympique Lyonnais je sais pas s'il continue à bien travailler, s'il s'intègre bien dans le groupe, etc., s'il arrive à dépasser tous les problèmes personnels qu'il a eu, s'il arrive à franchir ces différentes étapes, il peut devenir important, mais pour l'instant, c'est encore beaucoup trop tendre, à mon avis, pour que ce soit titulaire à l'OL. Je suis d'accord avec toi. Je pense que malheureusement, à l'OL, il y a énormément de joueurs qui sont sur la sellette ou alors sur la liste des transferts en partance. Énormément de joueurs comme ça. Et c'est soit ça, soit peut-être qu'ils ne sont pas assez forts pour être alignés dans ce 11 titulaire. Je pense à Thiago Mendes, par exemple, qui malheureusement fait face à une rude concurrence au milieu et n'est pas au top de sa forme. Contrairement à d'autres joueurs comme Memphis Depay, qui lui n'a pas été titulaire, mais en même temps il est tellement en instance de départ et on le voit tellement au FC Barcelone que c'est compliqué de le mettre dans le 11 et on a envie que d'autres joueurs s'habituent un peu plus à cette rude Ligue 1. Le constat du coup après ce match, c'est qu'on est à une victoire, 3 nuls et une défaite. Ça fait donc 6 points pris en 15 possibles. Selon toi, Walid, est-ce qu'on peut parler d'une crise à l'OL en ce moment? Une crise, je sais pas, mais en tout cas, un début de saison très, très, très moyen. Et encore, je pèse mes mots. Quand tu as ce calendrier-là et que tu as ce bilan comptable, c'est quand même très, très, très problématique. Si tu rajoutes à ça le niveau de jeu qui est en constante régression, où on voit très, très, très peu de choses, à part des mouvements individuels, c'est problématique. Je pense qu'on parlera de Garcia juste après, mais pour moi, le bilan du début de saison est pas bon du tout. Et il va falloir que y ait une vraie remise en question. Je doute qu'elle vienne du coach, mais si ça continue comme ça, en tout cas, notamment après ce match contre l'OM qui arrive très très rapidement, super contre l'OM, je pense que le mot crise va pouvoir être employé à partir de dimanche prochain. Ouais. Justement, tu mets le point sur un truc. Moi, c'est une question que j'aime bien poser à mes invités et que je pose quasiment à tout le monde. Je vais te la poser du coup. Est-ce que tu penses Rudy Garcia, à terme, capable d'élever le niveau de jeu et d'espérer les premières places en Ligue 1? Je sais qu'on est qu'à la 5e journée et que c'est un peu trop tôt pour dire ça, mais est-ce que toi, tu le vois capable de faire ça sur ce qu'on voit cette saison et sur ce qu'on a vu la saison dernière? Dans le cahier des charges, il doit être avec son effectif et les prétentions de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il nous a montré quand même pas forcément des choses dans le jeu, mais dans l'état d'esprit et dans d'autres vertus, qu'il était capable de faire demi-finale de Ligue des Champions. Donc bien entendu que quand tu commences cette saison-là, tu vois Lyon quand même assez haut. Ça devrait être normal, et moi je le disais déjà à l'époque de Genesio, Lyon doit être deuxième derrière le PSG et doit titiller le PSG à 5-6 points derrière à la fin de la saison. Donc bien entendu que je réponds à ta question, moi c'est primordial de voir une équipe lyonnaise qui est derrière le PSG. Maintenant, est-ce que j'y crois?
Est-ce que je pense que Rudy Garcia va réussir à hausser le niveau de jeu? Non, 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 j'ai envie de te répondre non à l'heure actuelle parce que sur les dernières échéances qu'on a vues, notamment, que ce soit avec Lyon, avec l'OM ou la S Roma, on a très très peu vu de jeu avec Rudy Garcia. On a vu des individualités mises dans les meilleures conditions qui ont réussi à l'image d'un Payet, notamment des joueurs à l'AS Roma qui lui ont tiré l'épingle du jeu, qui ont su tirer leur épingle du jeu, pardon. On l'a vu aussi sur le Final 8 avec Oussem Aouar, avec un gros milieu de terrain, avec Cacré. Mais il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'identité de jeu. Si tu demandes à 10 supporters lyonnais ou même à 10 observateurs sur Twitter ou dans la rue qui connaissent un petit peu le football, quelle est l'identité de jeu de Garcia? Il n'y en a pas un qui peut te la donner. Donc moi, je pense qu'il va tirer des leviers comme il a toujours fait sur management, sur l'état d'esprit, sur le fait de relancer certains joueurs, etc., en gérant son effectif et avec la faiblesse de la Ligue 1. Mais pour moi, ça ne passera pas par le jeu. Ça ne passera pas par le jeu. Et je le disais, moi, déjà au Club des 5, au Final 8, après la victoire contre la Juve, après la victoire contre City, où je disais, pour moi, c'est un cadeau empoisonné ce qui se passe à Lyon. C'est que le fait d'avoir fait demi-finale de Final 8, tu vas te taper Garcia pendant 2 ans et en Ligue 1, ce sera exactement la même chose. Et on se dirige vers ça sur ce début de saison. Après, il va nous expliquer que c'est le mercato, il va encore nous sortir quelques excuses, mais la réalité, quand on allume la télé, c'est qu'on s'ennuie énormément quand on voit l'Olympique Lyonnais. Et en plus de ça, les résultats ne sont pas bons. Ah, c'est vrai que c'est très compliqué de ne pas vouloir faire une petite sieste pendant le match de l'OL. Parce que moi c'est clairement ce qui a failli m'arriver. Hein. Voilà, je vais être transparent avec ceux qui nous regardent. Première mi-temps, j'avais les yeux qui se ferment un petit peu, quoi. Et je pense que ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à beaucoup de gens. Il y a aussi une chose il y a quand même une once d'espoir que j'ai en moi, c'est le fait que cet été, malgré le Final 8 incroyable, entre guillemets, qu'a fait Rudy Garcia et l'Olympique Lyonnais, c'est que malgré ça, Rudy Garcia n'a pas été prolongé par l'OL et on sait tous que son contrat arrive à terme à la fin de l'année. Est-ce que toi, malgré une... Je vais poser la question à Max, histoire de faire tourner un peu. Est-ce que Max, selon toi, malgré une année un peu en demi-teinte, supposons que l'OL arrive à se qualifier en Europa League à la fin de l'année, en faisant une saison très compliquée, mais qui arrive quand même à se qualifier, est-ce que toi, tu verrais quand même Rudy Garcia continuer l'aventure à l'Olympique Lyonnais? J'espère pas, premièrement. Deuxièmement, ça serait... Je pense que la situation en plus contractuelle de Garcia va poser problème à terme. Parce qu'on sait comment il peut être en interne et les moyens qu'il peut utiliser pour un peu pourrir la situation dans un club. Il a fait un peu pareil à Marseille. À l'AS Roma, il y a eu des situations similaires. Le fait qu'il se retrouve comme ça en fin de contrat cette année, dans un contexte qui est là très difficile déjà actuellement, je pense que c'est quelqu'un qui va mettre sa situation personnelle en avant et ça risque dans un point de vue collectif. Franchement, j'ai là actuellement, bon, forcément, c'est le début de saison, mais j'ai énormément de doutes sur la capacité de Garcia et l'OL à aller en Europe la saison prochaine. On verra l'effectif qu'il aura après le mercato. Mais après, on sait très bien qu'aussi la situation contractuelle du reste du staff s'arrête à la fin de l'année. Si Garcia devait être amené à prolonger, ça serait un Garcia qui ferait pression pour amener ses propres hommes, son propre staff, et ça serait une situation encore plus dangereuse qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui. Je vais juste réagir à quelques commentaires qu'on a sur le live de Twitch. D'ailleurs, je vous invite à faire de même, hein, et aussi bien à ça que réagir avec le hashtag Gonecast sur Twitter. On a Parce que je suis qui commente beaucoup, merci à toi, qui nous dit que le gros souci à l'Olympique Lyonnais, c'est d'avoir claqué 80 millions d'euros en un seul mercato et de les avoir notamment dépensés sur Thiago Mendes, Koné, Andersen. Il n'a pas mis Jeffrey Adelaide, évidemment, je le rajoute pour les raisons qu'on connaît. Il y a l'enfant terrible du foot qui dit qu'au Bayern, tu fais 2 nuls et directement c'est la crise et c'est ça la mentalité de champion que Lyon n'a pas du tout. Brezoel 29 qui nous dit tous les ans, l'ensemble de l'effectif est à vendre. Tous les ans, tout le monde se plaint de cette situation, supporters et même dirigeants. Les joueurs changent pourtant. Comment ça se fait que les dirigeants continuent de garder cette attitude vis-à-vis de ses propres joueurs? Bon, clairement, ce qu'on comprend, c'est que c'est un peu le bordel au sein de l'Olympique Lyonnais, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan
administratif, j'ai envie de dire. J'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut changer à l'OL, mais vous pouvez pas répondre à une question aussi globale, hein, bien sûr. Il y a quand même une déclaration de Rudy Garcia après le match qui est sortie. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais apparemment, la défense à 5 se serait enfin finie. Yaman, sur quelle défense toi tu pars pour le prochain match contre l'OL, sachant qu'on serait sur une défense à 4. Est-ce qu'à ce moment-là, si on fait une défense à 4, est-ce que tu inclurais Melvin Bard en tant que titulaire pour cet Olympico, un match qui est un match à grosse pression quand même? Oui, totalement de mon côté. Je pense que Melvin Bard, au final, aujourd'hui, c'est le seul latéral gauche de métier qui nous reste, il me semble. Marsal est parti, Koné, il est parti ou presque parti. Donc, au final, il reste, je pense que Melvin Bard pratiquement. Est-ce que je me trompe ou pas? Je pense pas. Non, je pense que c'est bien le seul spécialiste du poste. Maxwell Cornet, latéral gauche. Par pitié, il faut arrêter. Par pitié, il faut passer à autre chose. Maxwell Cornet, il aime bien marquer au Vélodrome. On peut éventuellement le mettre sur une aile si, je sais pas si on n'a pas d'autres options, s'il y a des départs, des transferts, des blessures, je sais pas, mais s'il tient absolument à le faire jouer. D'ailleurs, il y a un petit problème de décalage apparemment sur l'écran. Bref, donc ouais. Oui, en défense évidemment Melvin Bard à gauche. Dans l'axe, je pense que Marcelo Denayer, même si Diomandé était très intéressant l'autre jour, mais je pense que Rudy Garcia il a plus le potentiel pour le griller que pour le lancer. Et puis il n'y a pas vraiment de grand besoin de lancer actuellement. Je pense que sa chance viendra de toute façon. Il y aura forcément des suspensions, des blessures. Il aura forcément l'occasion de se montrer à nouveau. Et puis à droite aussi par défaut Léo Dubois. Franchement, c'est vraiment pratiquement que des choix par défaut, j'ai l'impression. Même si je suis particulièrement emballé par l'idée de voir Melvin Bard à gauche et le reste, c'est pratiquement que des choix par défaut. Après, ce qui est intéressant, c'est que rebondir rapidement. C'est que Melvin Bard rentre encore une fois dans une logique et on a eu les mêmes débats toute l'année dernière sur Maxence Cacré, où ce qui est intéressant dans l'introduction de Marlon, c'est qu'il parle de match à pression contre l'OM. Et j'ai bien peur que Rudy Garcia, comme il l'a fait notamment contre Leipzig, je me rappelle le match d'avant, c'était contre Nîmes, où Cacré avait fait un très très bon match, même si c'était dans un contexte à 9 contre 11, et il n'avait pas mis Cacré contre Leipzig, première mi-temps catastrophique, et on s'était posé la question, est-ce que mettre Cacré dans un match coup près contre Leipzig, c'est pas trop tôt, est-ce que on le met pas dans les meilleures conditions, etc. Et quand on voit ce qu'a fait Cacré sur la deuxième partie de saison, ce qu'il a fait contre la Juventus, ce qu'il a fait contre Manchester City ou même contre le Bayern en deuxième mi-temps, je pense qu'il va falloir arrêter cette logique-là. Et moi, j'en parle aussi pour le Barça, j'en parle aussi pour énormément de clubs où, à un moment donné, Melvin Bard, c'est ton meilleur latéral actuellement. Marseille, c'est ton seul latéral. Comment ? C'est ton seul latéral. Oui, c'est ton seul. Oui, c'est ton seul latéral, mais donc c'est ton meilleur. Donc forcément c'est ton meilleur latéral, mais même dans les mecs que tu utilises, Léo Dubois ou Maxwell Cornet, les meilleures performances sur les dernières semaines, c'est Melvin Bard qui les réalise. Donc il faut oublier l'âge, il faut oublier la pression, il faut oublier le montant de transfert à un moment donné et fais tes compos par rapport à ta dynamique et par rapport aux joueurs qui méritent. Moi, c'est ce que j'expliquais avec Cherki lors de ses rentrées. C'est ce que j'explique avec Ansu Fati, notamment au Barça. C'est ce qu'on expliquait avec Cacré. Voilà, arrêtons avec ça. Arrêtons. Ces mecs-là sont préparés. C'est des mecs qui ont 19, 20, 21 ans. Il y a des mecs qui commencent à 17, 18 en Allemagne, en Espagne, partout, qui sont très, très, très bons. Il y a une académie qui travaille bien. Ben voilà, il faut y aller. Il faut y aller. C'est-à-dire que, et puis, il y aura beaucoup plus d'indulgence si Melvin Bard rate son match par rapport au choix de Garcia, parce que tout simplement, c'était un choix logique et parce que c'est pas un choix frileux, plutôt qu'aller faire du safe, entre guillemets, avec Maxwell Cornet dans une défense à 5, t'en prends 3. Là, tu sors le bazooka parce que tu dis attends, on comprend pas par rapport au dernier match. C'était pas logique.
Donc ce raisonnement-là, moi je pense qu'il faut l'arrêter à un moment donné. Max. Pour rebondir sur ce que dit Walid, je pense que aussi le problème de Rudy Garcia, c'est que c'est pas un entraîneur qui aime forcément les jeunes. Et c'est pas compatible avec Lui, la vision de l'OL. Max, lui, il t'explique quand même qu'il a lancé 14 000 jeunes, que oui, tous les jeunes de la planète, il les a lancés dans tous les clubs. Donc, il n'est pas d'accord avec toi. Hein. Ah oui, non, mais je suis pas d'accord avec lui. Enfin, les joueurs qu'il a lancés jeunes, c'était des évidences. Enfin, si tu lances pas Eden Hazard à un moment, à cette époque-là, tu vois, c'est des styles de joueurs, ou même Lucas Digne, il était retrouvé dans une situation, je crois, où c'était Laurent Bonnard, l'arrière-gauche. Donc, c'est au bout d'un moment, en fait, Garcia lance les jeunes quand il a plus du tout le choix. Et ça correspond pas avec la vision de l'OL déjà sur les dernières saisons. Et bien évidemment aussi, pour lui aussi, j'ai l'impression qu'il y a une utilisation politique des jeunes pour récupérer ce qu'on disait sur la saison dernière. Quand il a lancé Cacré, il avait plus le choix de le lancer et il savait que c'était pour lui, vis-à-vis de la situation par rapport aux supporters, etc., c'était aussi un moyen de gagner un peu de tranquillité. Il a fait la même chose avec Cherki. Je suis pas sûr qu'il était principalement emballé au démarrage à l'idée de les faire jouer, mais je pense que c'était aussi pour lui un moyen de gagner un petit peu en tranquillité. Je vais juste parler par rapport au match de dimanche et la composition contre Marseille. On a discuté en off tout à l'heure de l'intervention de Jean-Michel Aulas aujourd'hui par rapport au fait qu'il n'y aurait pas de départ après vendredi. Je veux bien l'entendre, mais cette semaine elle s'annonce très compliquée, très tendue. Si les joueurs doivent partir avant vendredi, dans quel état d'esprit, avec quelle équipe Rudy Garcia fera face à l'Olympique de Marseille? Ça aussi, c'est des grosses questions. Parce que même si on recrute avant dimanche, je ne pense pas que les recrues seront prêts. Et ça va être compliqué de lancer des recrues dès dimanche. Et concernant les départs, c'est des joueurs majeurs dont on parle. Donc, avec quelle équipe on va affronter l'Olympique de Marseille? C'est aussi une autre question. Alors, justement, tu nous parles de recrues. On va passer à cette deuxième rubrique. On était plus ou moins rentré dedans déjà. Le mercato. Déjà, on a plusieurs joueurs qui pourraient partir, mais qui pourraient aussi arriver. Le premier gros joueur qu'on voit associé à l'OL, bien sûr, c'est un possible retour de Samuel Umtiti, le défenseur formé à l'OL, justement. Avant de se poser même qui est-ce que Umtiti pourrait mettre sur le banc, est-ce que ce serait une valeur sûre, tout ça, on va juste se poser la question, est-ce que déjà Samuel Umtiti est une bonne idée pour l'OL? Walid, je te pose la question en premier. Sur le papier, bien entendu, champion du monde, joueur formé au club, qui même s'il il est redescendu dans la hiérarchie des défenseurs centraux au Barça, a fait quand même pas mal de matchs et il a une sacrée expérience. Donc, bien entendu, par rapport à intrinsèquement un Denayer ou un Marcelo ou même un Anderson qui est aujourd'hui parti, tu fais un saut qualitatif sur le papier. Après, le gros problème avec Umtiti, c'est que moi, j'étais un très très grand fan du joueur, mais il a fait un choix risqué à la Coupe du Monde pour aller la gagner et pour se donner les moyens. Et aujourd'hui, son genou, il tient plus. Et c'est pour ça que le Barça veut s'en débarrasser. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément d'offres parce qu'aujourd'hui, dans le monde du football, on le sait. Parce que normalement, un Umtiti qui est sur le marché des transferts, je suis désolé, mais avec tout le respect que j'ai pour l'Olympique Lyonnais, s'il n'y a que l'Olympique Lyonnais dessus ou s'il va à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il y a un gros problème sur son état physique. Je ne dis pas son niveau, mais sur son état physique. Et il y a beaucoup de questions pour les cellules de recrutement. Donc voilà, aujourd'hui, il y a l'argument de la Ligue 1 où tu te dis, en Ligue 1, il peut bien entendu réussir et enchaîner les matchs parce que physiquement, tactiquement, techniquement, tu es quand même un cran en dessous de la Liga. Mais ça reste quand même... ça reste un petit peu risqué, quoi. Ça reste un petit peu risqué. Après, bien entendu, il y a le fantasme du retour de l'enfant. Il y a, bien entendu, je pense que tous les supporters militent pour son retour. Mais ce serait une belle image. il y a beaucoup, il y a quelques pour, mais il y a aussi beaucoup de contre si on doit faire un tableau. Il y a beaucoup d'avantages et de désavantages dans la venue d'Umtiti. Yaman, est-ce que tu penses toi aussi que malgré le fait que
Umtiti pourrait rejoindre l'OL, pardon, et que l'OL définitivement joue dans une compétition seulement, c'est-à-dire la Ligue 1 et un peu aussi la Coupe de France. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait moins de matchs, ça pourrait avantager Umtiti et il pourrait revenir à un bon niveau s'il signe à l'OL, bien sûr? Bon, déjà sur le dossier Umtiti, je pense que là ça a été clair. Après, bon, quand voilà, c'est clair, c'est que le sujet n'est absolument pas clair non plus. Il a dit, ouais. Normalement, c'est l'inverse qui se passe. Quand il s'agit de départ, quand il s'agit d'arrivée, je sais pas, on verra bien. Mais franchement, Umtiti, quand on parle d'Umtiti, c'est là la différence entre moi et entre Walid, par exemple. C'est que là, il y a le cœur de supporter qui parle, il y a le cœur de Lyonnais qui parle. Et franchement, je sais pas ce que je ne donnerais pas pour voir Umtiti revenir à l'OL. Franchement, même sur un genou, même sur une cheville, parce qu'au final, ça reste l'enfant du club, ça reste un super boost psychologique. C'est un joueur qui est très 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 bon, enfin qui s'intègre très bien dans le vestiaire. C'est un joueur qui est pas timide, qui a peur de rien. Donc voilà, il a une certaine détermination qui nous manque dans cet effectif. Il a une sorte d'âme de capitaine aussi, donc ça aussi ça nous manque. Il a pas mal de trucs en fait qui manquent à cette OL. Et même si aujourd'hui le problème principal de l'OL n'est pas défensif, mais forcément, quand je disais tout à l'heure, il y aura forcément des blessures et des suspensions. Il y aura aussi des baisses de forme. Et donc à ce moment-là, on sera trop court si on reste avec que Denayer et Marcelo. Au final. Mais Yaman, qu'est-ce que tu fais? Non, mais qu'est-ce que tu fais à la place de là? Tu lui donnes un contrat de 3-4 ans alors que t'es pas sûr, parce que c'est ce qu'il va demander, parce qu'il veut cette assurance-là et que personne aujourd'hui peut, enfin en tout cas, pas beaucoup de clubs peuvent lui donner cette garantie en termes de longévité de contrat. Tu vas lui donner combien de salaire? Tu sais très bien que Umtiti a des prétentions salariales quand même assez énormes. Tout ça, c'est quand même aussi des questions à se poser. Moi, encore une fois, c'était l'année avec Fournier, avec la Lacazette Fekir, où il avait été incroyable. Bien entendu que c'est des souvenirs, mais même en n'étant pas supporter de l'Olympique Lyonnais, tout le monde s'en souvient. La première saison qu'il fait au Barça, elle est incroyable. Moi, j'en parlais à toutes les émissions. C'était à un moment donné l'un des meilleurs défenseurs d'Europe sur la dynamique. Mais malheureusement, quand on voit vraiment la saison du Barça l'année dernière, à chaque fois qu'Iké Setien ou Valverde ont mis Umtiti, que ce soit dans des petits matchs, je me rappelle contre le Celta Vigo notamment, ou contre des gros, Valence, le Real Madrid, le Napoli à l'aller, il a à chaque fois pris l'eau physiquement. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous connaissez bien Mariano Diaz qui est passé à l'Olympique Lyonnais une saison. Il rentre contre le Barça sur le Classico. Il rentre quand même à la 90e. Il met 25 mètres à la course à Umtiti. Alors que Umtiti était bien avancé. Rodrigo, c'était la même chose à Valence, contre Valence. Mertens, la même chose. C'est quand même, voilà, ce sont quand même des questions qui doivent se poser. Évidemment, mais après, oui, bien sûr, Walid, ce que tu dis, c'est important, l'aspect physique, l'aspect financier. Après, en tant que supporter, l'aspect financier, c'est pas mon premier souci. Si le club et le joueur arrivent à trouver un accord, ça me regarde plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir du jeu, c'est de voir des résultats. C'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse en tant que supporter. Si le club, tant que le club est en bonne santé financière et qu'il arrive à gérer les contraintes des uns et des autres, moi, ça me regarde pas qu'il soit payé 3 millions, qu'il soit payé 50 millions. Si le club et le joueur sont satisfaits, tant mieux. Moi, ça m'intéresse pas. Tant que le rendement de ce joueur est bon. Donc, c'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis absolument pas objectif parce que je suis supporter au final. Je suis supporter et je suis un grand fan de ce joueur depuis très longtemps, depuis toujours pratiquement. Et par contre, sur l'aspect physique justement, déjà il y a 2 points de différence entre Umtiti au Barça et Umtiti à l'OL s'il revient. C'est que déjà à l'OL il jouera normalement, il pourra enchaîner beaucoup plus, j'imagine, que ce qu'il pourra faire, que ce qu'il est en train de faire à Barcelone. Le staff médical de Barcelone, j'ai beaucoup de points d'interrogation parce qu'il y a beaucoup de blessures à répétition, des trucs pas très bien expliqués. Bon, à l'OL, on est relativement épargné, à part les croisés qui nous ont frappé la saison dernière, mais ça faisait, je pense, 2, 3, 4 saisons même qu'on était relativement épargnés par les blessures. Donc il aura les moyens d'enchaîner, les moyens d'être bien soigné si jamais il ressent des soucis. Et à ce moment-là, ce sera un joueur qui enchaîne, c'est absolument pas le même joueur qui n'enchaîne pas, qui fait une rentrée tous les 6 mois. C'est pas du tout le même joueur et toi, tu dois le savoir, ça, qu'un joueur qui enchaîne,
c'est pratiquement, il a beaucoup plus de chances d'être bon qu'un joueur qui rentre une fois tous les 2-3 mois. Mais il a beaucoup plus de chances aussi de se péter. Et ça, encore une fois, c'est une possibilité. J'ai pas. À voir. Non, mais vraiment, ce soir, je suis pas là pour faire le mec chiant sur Umtiti, etc. Mais, non, mais tranquille, on est en train de discuter, pas de problème. Mais voilà, c'est une réalité. Et après, on parlait de défense à 4, défense à 3. Je serais pas surpris que si Umtiti arrive, l'Olympique Lyonnais soit obligé dans un premier temps de jouer à 3 parce que Umtiti, ça le mettra dans les meilleures conditions par rapport à la relance, par rapport à cette capacité de ne pas être en danger sur les longues courses, notamment pour gérer la profondeur, chose qu'il n'arrive plus à faire et qu'il faisait très très bien auparavant. Donc voilà, ça c'est des choses, encore une fois, moi je pense que globalement, pour parler du mercato, Marlon, il y a des soucis beaucoup plus importants que notamment en défense centrale. Moi je pense aux latéraux, je pense à la création, surtout si Renan Adelaide part et Aouar part. Si les deux partent, sincèrement, moi voilà, on parle même de Depay. Je sais pas ce qui va se passer jusqu'à la fin du mercato, mais si tu perds tes trois créateurs, même si je pense que ce serait un suicide de la part de l'Olympique Lyonnais et qu'ils le feront pas, mais ce sera très très problématique. Ça veut dire qu'il te reste que Cherki qui peut te faire le jeu. Voilà, toutes ces choses-là. Ces choses-là il y a tellement de questions sur la fin de mercato et sur ce qui va se passer après dimanche contre l'OM que moi, bien entendu sur le papier, parce que c'est l'Olympique Lyonnais, t'es prétendant au podium et t'es prétendant à la deuxième place, qui est logique, notamment après cette demi-finale de Final 8, et je le disais tout à l'heure. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on parle de Garcia, on a fait un quart d'heure dessus, et moi je suis le premier à lui tirer dessus, mais il y a des individualités qui sont mais très 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 loin de leur niveau et du niveau qu'ils doivent afficher pour un joueur de l'OL. Je pense à Léo Dubois, parce que même s'il a mis un but incroyable contre l'Orient, qui va encore lui donner de l'immunité, moi je le trouve très très neutre dans sa fonction de latéral. Je pense encore une fois à Dembélé, qui depuis un long moment, moi je l'ai souvent défendu, mais là c'est terminé. J'ai éteint la lumière. Comme lui sur le terrain, où c'est très très dur de combiner, devant le but c'est très compliqué, on l'a vu contre Nîmes. Voilà, même Fils de Paille aussi, qui a sûrement la tête ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, souvent remplaçant parce qu'on ne sait pas encore sa situation. Et son match contre Nîmes, pas contre Nîmes, le premier contre Dijon a été plutôt très très bon. Il fait gagner à lui tout seul, mais derrière ça a été très très compliqué. Voilà, ça commence un peu à. Et encore, hein, j'ai pas la liste elle est encore longue. Hein. Et pourtant tu as éliminé quelques mauvaises graines qui étaient mauvaises l'année dernière. Sincèrement, moi je sais pas où va l'effectif, je sais pas où va le club, je sais pas où va le coach. Et surtout si tu perds tes individualités qui, comme avec Genesio et avec Garcia, te faisaient gagner beaucoup de matchs. Waouh, il faut se mouiller la nuque. Hein. Ouais. Et tu sais quoi, le pire, Walid, c'est que là où tu as dit qu'on a le chantier des latéraux, le chantier des créateurs, mais le pire, c'est que là, si on vend Andersen, ce qui est probable, enfin si on le sait même après, c'est que on se retrouvera avec pratiquement que Marcelo Denayer et derrière Diomandé en défense centrale. Donc une blessure, une suspension, on est bien mal barré quand même. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, on a souvent loué les mercatos de Florian Maurice. Il y avait du bon, il y avait du très bon, il y avait du très moyen, il y avait du mauvais dans ses choix, comme beaucoup de recruteurs. Mais j'ai vraiment l'impression que ce soit entre Bruno Chéroux, Juninho et Rudy Garcia, on est en train de lessiver ce travail-là avec il y a Terrier qui est parti, il y a Marsal qui est parti, il y a Bertrand Traoré qui est parti. Si j'en oublie, bien entendu vous me le rappelez, mais tu as l'impression qu'ils sont sur un tas de ruines et qu'ils essayent un petit peu de jeter les joueurs qui étaient indésirables. Mais là, le problème, c'est qu'il y a quand même les joueurs qui t'apportaient un vrai plus individuellement, qui eux aussi veulent et doivent partir. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais Aulas fait le VRP depuis 2-3 ans, où à chaque gros match d'un jeune joueur, il explique, il dit si la Juventus ils veulent venir, qu'ils viennent. Si City ils veulent venir, qu'ils viennent. Et ces mecs-là, Aouar, Depay et notamment Dembélé, on leur a expliqué qu'ils allaient partir au bout de 2 ans, 3 ans. Et s'il y a une offre, ils vont toquer à la porte d'Aulas et ils vont leur dire oui, mais Jean-Michel, tu nous as expliqué qu'à un moment donné, on allait y aller. C'est bon, c'est le bon moment là. Donc là, ils se retrouvent où les fonds de tiroir ont été vendus et les têtes de gondole doivent être aussi vendues. Mais à la fin, il te reste quoi?
Il te reste rien. Les Surtout que U19. derrière, tu es dans la précipitation. Rajoute à ça Reine Adélaïde qui devait prendre la succession de Oussem Aouar, qui a eu des soucis, etc., dans les médias et qui aujourd'hui veut partir. Waouh, c'est encore une fois, j'ai pas envie de dresser un tableau très très noir, mais on est sur du gris foncé là. Ah, bah, c'est le cas. Hein. Je vais rejoindre ce qu'a dit Walid sur le mercato. Je pense que pour parler de Samuel Umtiti, pour terminer là-dessus, je pense que la situation de Samuel Umtiti et de l'Olympique Lyonnais, c'est pas du 50-50. Samuel Umtiti aurait besoin d'un retour à l'OL parce qu'il connaît la maison, il sait que c'est un club dans lequel on va lui donner du temps de jeu et il pourrait potentiellement retrouver sa place en équipe de France, ou en tout cas au moins une place dans le groupe de l'équipe de France, qui je pense pour lui est sa priorité en vue de l'Euro. Pour l'Olympique Lyonnais, je pense pas que la priorité serait d'aller chercher un joueur comme Samuel Umtiti, de par les interrogations sur son niveau physique actuel. Et je pense que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui a besoin un minimum de certitude qu'ils n'ont pas en recrutant un joueur comme Umtiti, et surtout comme disait Walid, par rapport à Memphis Depay ou Sam Aouar, qui sont en instance de départ, tous ces postes importants en attaque. Aujourd'hui, je pense que la priorité de l'OL devrait plutôt se placer sur les postes offensifs. Comment J'ai oublié Terrier tout à l'heure. J'ai oublié Terrier qui est parti aussi à Rennes. C'est vrai que Martin Terrier, en soi, s'il était resté à l'OL, il aurait eu du temps de jeu. Là, dans cette OL-là, il aurait eu du temps de jeu, mais on a dégraissé sur le banc, on a dégraissé pas mal. On s'était dit, bon, bah, au moins, ça permet de faire partir les indésirables qu'on ne voulait plus depuis quelques temps. Mais si on se met à faire partir tout le monde, au bout d'un moment, il va falloir mettre 11 joueurs sur la feuille de match et faire un groupe. Ça a commencé à devenir très, très, très compliqué. Et je suis pas sûr qu'il y ait le temps en fait pour que ça soit compliqué. C'est pour Garcia, ouais. Juste pour terminer sur Umtiti, attention, moi la dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était pour Strootman. Quand il arrive à l'OM, et moi je dis, ouais, Strootman sur le papier c'est incroyable, demi-finale de Ligue des Champions, mais il a passé toute la saison à jouer un match sur 2, un match sur 3 parce qu'il avait une blessure. Il coûte combien Strootman? 300 000 par mois. Attention, il faut que ce pari-là, sur le plan physique, il soit quand même lucratif. Regardez les problèmes. Alors, je ne dis pas qu'Umtiti va semer les mêmes problèmes dans le vestiaire, mais on sait très très bien que les salaires, surtout si tu n'es pas au point physiquement, si tu n'es pas bon, etc. Attention à ça. Rappelez-vous du cas Strootman. Aujourd'hui, et c'était déjà Rudy Garcia à l'OM, et sa gestion un petit peu hasardeuse, ce qui s'est passé derrière. Et la saison qu'ils ont fait. Après, je pense que. Non, après, je pense qu'il y a quand même il y a une différence. Pour moi, je les compare pas. Je compare pas les deux cas. Je dis juste que la dernière fois que sur le plan physique et surtout sur le salaire, la dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était sur Strootman. Et déjà, premièrement, si je me place d'un point de vue de l'OL, je trouve que l'OL a quand même, pour rejoindre ce que disait Yaman, un bon staff au niveau médical. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un espoir d'arriver à au moins le remettre sur pied sans Coupe d'Europe pour qu'il joue au moins, on va dire, la moitié, 3/4 de la saison, ce qui serait déjà bien pour lui et pour nous, parce que s'il est là dans les moments importants et décisifs, ça reste l'un des meilleurs défenseurs central en France, centraux. Donc ça, c'est sûr que c'est un point important. Mais par rapport à la situation de Strootman, je pense que déjà, Umtiti, s'il vient à l'OL, il revient dans un club qu'il connaît, et donc je pense pas qu'au niveau des exigences salariales, ça sera très compliqué de discuter avec lui. Bien évidemment, il aura le salaire d'un champion du monde. On pourra pas jouer là-dessus, mais je pense pas qu'il sera aussi gourmand qu'un Strootman quand il est arrivé à l'OM, qui a demandé, je crois que c'était le plus gros salaire du club à ce moment-là, ou en tout cas pas loin, pour un rendement qu'il a jamais vraiment justifié. Je pense pas qu'Umtiti soit aussi gourmand. Donc, je pense que le pari, il est plus à prendre en termes d'urgence là actuelle, savoir si on peut se permettre de prendre un joueur où il y a aucune certitude dans une saison où justement on a un peu plus besoin d'avoir des certitudes à quelques jours de la fin du mercato. Alors deux tout petits points pour terminer sur Umtiti, je promis Marlon. Donc déjà l'OL, juste pour répondre à la problématique du salaire, l'OL est plus ou moins intelligent dans les salaires qu'il propose, dans les contrats qu'il propose. On propose vraiment de très 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 gros salaires démesurés, comme par exemple Marseille peut le faire, etc. Donc de ce côté-là, on est plutôt bien. Donc on saura trouver un arrangement si jamais on veut recruter Umtiti
qui sera peut-être avec une base de salaire moyenne, avec pas mal de primes en fonction des matchs joués. Donc, on peut faire un montage comme ça. Et deuxièmement, le deuxième point, c'est que tout simplement, Olas l'a dit l'autre jour que Umtiti, normalement, il viendra pas. Donc, peut-être qu'on a trop discuté sur sur ce point-là. Et peut-être qu'on devrait peut-être un petit peu plus parler sur le mercato offensif de l'OL. Je sais pas, à toi, Marlon, de voir. Alors justement, tu fais bien d'évoquer ce sujet. On va parler d'une possible nouvelle arrivée au sein de l'OL. On parle beaucoup de Lucas Paqueta, le Brésilien du Milan AC. On parlait aussi justement du manque d'animation offensive. Alors c'est vrai qu'il y a aussi Pellistri qui arrive. Apparemment, ce serait fait. Le jeune ailier uruguayen. On va plus se pencher sur Lucas Paqueta parce que pour le coup c'est un joueur qu'on a vu au niveau en Serie A, on l'a vu évoluer, on sait que c'est un joueur quand même vachement intéressant. Le problème c'est qu'il joue au milieu et dans cette composition qu'on a vue là, ça m'a l'air assez compliqué de l'inclure dans un milieu où on a déjà Bruno Guimaraes, on a Cacré, on a aussi Thiago Mendes qui est sur le banc, qui même si il a montré d'assez mauvaises choses depuis son arrivée à l'OL, on sait que c'est quand même un joueur assez fiable en Ligue 1, on l'a vu du côté de Lille notamment. Est-ce que selon vous, et je vais poser la question à Max, est-ce que selon toi, Lucas Paqueta est un joueur qui peut apporter offensivement et pourquoi pas un peu effacer cette médiocrité offensive et faire avancer l'OL un peu plus du côté de l'attaque? À lui tout seul, je sais pas. Je pense qu'il va falloir recruter sur d'autres postes en attaque, notamment les postes de Pellistri. Mais ça reste, je trouve, un profil plus offensif que Guimaraes, Cacré et Mendes que tu as cité auparavant. Donc, il viendrait plus s'installer, je pense, dans la zone d'Oussam Aouar si Oussam devait être amené à partir. Après, encore une fois, je trouve que de toute façon, ce système-là actuellement, avec des joueurs comme Paqueta ou d'autres, c'est pas des systèmes qui offensivement vont faire la différence si on met pas des joueurs sur les ailes qui sont capables d'apporter, de déborder, de déséquilibrer tout simplement le bloc adverse. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le sens où l'OL aujourd'hui va affronter des blocs bas qui vont les attendre. On va nous attendre, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui l'OL a du mal dans ce type de confrontation, donc l'OL sera attendu là-dessus. Donc un joueur comme Paqueta, est-ce qu'il va arriver à changer ça individuellement? C'est un très bon joueur, je sais que Juninho le voulait déjà avant qu'il aille au Milan. Je fais confiance pleinement au choix de Juninho. Autant il y a des personnes dans le club avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, autant de Juninho, j'ai confiance en ses choix. Mais il va falloir l'accompagner, bien évidemment, de profils sur les côtés parce que l'OL n'a tout simplement pas d'ailier aujourd'hui qui sont capables de faire des différences. Et pour moi, c'est là où le bas blesse, premièrement. Walid, je vais te poser exactement la même question. Est-ce que tu penses que Lucas Paqueta pourrait être une bonne recrue au sein de l'OL et est-ce que tu penses que l'OL a besoin d'un joueur comme lui? Encore une fois, le nom il est clinquant. C'est un joueur qui a fait 6 très gros premiers mois au Milan à l'AC Milan, pardon. Notamment quand il est arrivé avec Piatek. Ça s'est un peu essoufflé, je dirais même beaucoup essoufflé au fur et à mesure, où il rentrait plus forcément dans les plans des coachs. Je pense à Gianpaolo qui est arrivé quand il est arrivé. Je pense à aujourd'hui Pioli. Et c'est pour ça qu'il est en instance de départ où tu as des joueurs comme Rebic qui sont arrivés, Çalhanoğlu qui sont sur Çalhanoğlu qui est sur un très très bon run, Brahim Diaz qui vient d'arriver, Tonali aussi. Voilà, aujourd'hui Paqueta c'est un joueur, c'est un 8-10. Il peut jouer 10, il peut jouer 8 dans une équipe qui a le ballon bien entendu. Aujourd'hui les 8 c'est qui? C'est Cacré et Aouar. Aouar va partir. S'il va partir, ça, on ne le sait pas encore. Pour remplacer Aouar, je dis oui. Si Aouar reste, je dis non. Si Depay reste aussi, je dis non. Parce qu'encore une fois, la priorité, si ces mecs-là restent, comme l'a dit Max, c'est les ailiers que tu as perdus avec Carrier, avec Maxwell Cornet qui est maintenant piston apparemment, et Bertrand Traoré. Donc voilà, Paqueta, je pense que c'est une plus-value pour l'effectif lyonnais, bien entendu, à 100% physiquement, avec la fibre brésilienne, avec un Bruno Guimaraes derrière lui, avec Juninho qui va être aussi dans le management et dans l'intégration. Pourquoi pas? Je suis beaucoup plus, comment dire, je suis un peu plus sceptique sur Umtiti que Paqueta, par exemple. Parce que pour moi, en Ligue 1, il peut se régaler.
Maintenant, c'est pas pour que ça fasse embouteillage avec des joueurs un peu du même profil, parce que je parlais de Depay, je parlais de Aouar. Tu peux même rajouter Cherki qui est sensiblement dans le même champ d'action sur le terrain. Euh, on va se poser clairement une autre question pour quasiment finir cette rubrique Mercato, parce qu'après on va passer au jeu. Parce que j'ai Liverpool Arsenal qui arrive là, il faut que je le regarde pour le Sud 5 ce soir, Marlon. Moi aussi, j'ai très envie de le voir, donc on va essayer de faire au plus vite. Mais vous savez quoi, on va passer au jeu. On va passer au jeu tout de suite. Comme ça, on en parle direct, et puis le sujet mercato sera un peu plus long lors de la prochaine émission. Voilà, on se débrouillera. On va passer au jeu tout de suite. Max et Yaman, vous nous avez préparé deux recrues chacun. C'est-à-dire que pour vous, il y a deux joueurs qui jouent un peu partout dans le monde, qui doivent rejoindre l'OL. Et nous, vous allez simplement, moi, Walid, et ainsi que les viewers, vous allez devoir nous convaincre sur, pour vous, quels sont les deux joueurs qui doivent rejoindre l'OL et qui peuvent peut-être sauver cette animation offensive un peu désastreuse, l'équipe simplement. Voilà, vous allez devoir nous convaincre, nous tous. Max, tu vas commencer, tu as deux joueurs à nous proposer, dis-nous quelles sont tes propositions. Exactement, juste avant ça, je vais rajouter, on n'avait pas le droit de choisir des joueurs qui étaient dans les rumeurs, sinon c'était trop facile. Exactement. Étant donné que les rumeurs Alors, sont sur... Tu fais bien de le rajouter, évidemment, pour être un peu plus original. Pour être un peu plus original, on a décidé de vous faire choisir que des joueurs qui n'ont jamais été connectés avec l'OL, du moins pas sur ce mercato, des joueurs qui ne font pas partie des rumeurs autour de l'Olympique Lyonnais. Vas-y. C'est ça, donc c'est pour ça que j'ai pas choisi de joueurs offensifs, parce que pour moi les rumeurs portent principalement sur les joueurs offensifs. J'ai choisi des postes de latéraux qui pour moi sont la priorité à être renforcés, tout simplement parce que je commençais par le poste de latéral droit avec Lala de Strasbourg. C'est un joueur dont on en parlait à l'OL la saison dernière, qui pour moi à Strasbourg est dans une situation où il stagne un peu, il aurait besoin d'un nouveau challenge, et tout simplement parce que Léo Dubois a besoin de concurrence. On est quand même passé d'une situation où on avait 3 latéraux droits à une situation où on n'en a plus qu'un seul. Ça montre quand même l'incohérence de ce mercato-là, où on est passé d'un sureffectif à plus assez de monde. Donc pour moi, Lala en premier lieu, parce que il faut jouer, encore une fois, ça revient sur mon argument, sur une certaine aussi sécurité par rapport à la saison qui nous arrive. Je suis pas sûr que tenter des coups de poker soit la meilleure solution, en tout cas pas à tous les postes. Donc je serais plus pour tenter les coups de poker en attaque, et sur les postes en défense, donc Lala dans un premier temps, parce que c'est un profil que je trouve plus rassurant défensivement. C'est un profil qui offensivement m'intéresse plus que celui de Léo Dubois. Si on reste dans une défense à 3, je trouve que ce poste de piston droit pourrait lui aller comme un gant. Et dans le même temps, le poste à gauche, pareil, on n'a plus qu'un latéral gauche. Maxwell Cornet, je ne peux plus me le voir. Donc je considère que soit il faut lui trouver une porte de sortie, soit essayer de le remettre en attaque, qui est quand même son poste de base. Donc je pars sur Ait Nouri de Angers, qui est aussi pareil, un joueur qui va de l'avant, qui est un joueur qui est capable de montrer, de casser des lignes, et sur ce poste de piston gauche, encore une fois, je reste dans la tête de Garcia. Il peut être un joueur qui peut faire des différences, qui connaît la Ligue 1, et je pense que l'OL sur ces deux postes-là a l'assurance de joueurs qui peuvent l'apporter au moins à court, voire moyen terme sur cette saison. On verra pour plus tard. La priorité, c'est cette saison-là. Bah écoute, Ait Nouri et Kenny Lala sont deux joueurs de qualité, en tout cas en Ligue 1. En Ligue 1, ils l'ont prouvé. Yaman, à toi d'essayer de faire pencher la balance de ton côté, et ça va pas être évident. Bon, alors, faire pencher la balance de mon côté, je sais pas. Par contre, je vais essayer de compléter ce que disait Max. Donc, Max a ciblé les latéraux. Moi, de mon côté, j'essaye de compenser les probables départs. Donc, peut-être d'Andersen, qui laissera, pas par sa qualité, mais au niveau quantité, il va laisser un gros trou dans la défense. Donc, on n'aura que deux titulaires adultes et puis le tout petit Diomandé.
Donc à mon avis, on peut recruter par exemple un défenseur qui connaît bien l'Europe, qui est là depuis un bon moment, qui s'appelle Gabriel Paulista, qui joue à Valence. Donc c'est un défenseur qui a 29 ans. Je pense que vous le voyez sur le visuel, il me semble. Voilà, c'est bon. Donc il dispute à chaque saison une trentaine de matchs de Liga. Il est plutôt performant. Il est pas très hypé, donc je pense même pas qu'il soit international. Je suis pas très sûr, mais je pense que c'est pas le cas. Donc ça peut être un joueur peut-être accessible. Avec la fibre brésilienne, bien évidemment, c'est peut-être un avantage. Avec l'OL de Juninho. Et puis, peut-être que on pourra le mettre peut-être à la place de Marcelo ou bien à la place de Donner. Il peut facilement être titulaire à l'Olympique Lyonnais, je pense. Donc, si on arrive à tirer une bonne somme d'Andersen, si on arrive à le vendre, ça peut être potentiellement un joueur accessible à l'Olympique Lyonnais. Et donc, on passe au deuxième, Marlon. Vas-y, enchaîne. Donc, et pour le deuxième, ce sera un joueur offensif, toujours dans l'optique de remplacer les potentiels départs. Donc ça, ce sera le côté offensif et plus particulièrement à gauche, dans le cas d'un départ de Aouar, je pense au milieu offensif ou bien l'ailier gauche Milot Račica, le Kosovar qui joue à Brême. Ah, oui. Voilà, exactement. Donc c'est un joueur que je trouve intéressant. Donc j'ai fait quelques petites recherches dessus et j'ai trouvé assez intéressant tout ce que j'ai pu voir de lui. Donc en plus international, c'est sympa, même si c'est que entre guillemets le Kosovo. Ce qui franchement, entre lui et Paqueta, moi je suis beaucoup plus chaud pour lui si on peut l'avoir, parce que pour la simple raison que c'est pas un simple dribbleur stérile. Et moi, c'est ce qui me gêne chez Paqueta, c'est que bon, même s'il a certaines qualités, même si c'est un excellent dribbleur, mais au final, c'est un joueur qui a marqué 1 ou 2 buts depuis son arrivée en Europe, depuis son arrivée à Milan. Donc, il part sur sa 3e saison. Et dans les stats, donc dans la production offensive, dans la finition, bien dans le dernier geste, c'est nul. C'est nul. C'est très inquiétant. Après, peut-être qu'en Ligue 1, il serait peut-être plus efficace, je sais pas. Mais c'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète en tant que suiveur lointain. Après, je suis pas un spécialiste FM, je sais pas trop tout ça. Mais par exemple, Račica, parce que quand on regarde un peu ses stats, c'est un joueur qui a pas mal de buts et pas mal de passes décisives. Donc, il s'aide décisif dans les deux aspects. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui, qui nous manquera encore plus si on perd Oussama Aouar. Vas-y, Walid, tu voulais dire quelque chose, je pense? Non, après, c'est pas comparable. Rachica, c'est quand même un joueur qui a évolué l'année dernière au poste de numéro 9 ou deuxième numéro 9 au Werder de Brême. Il peut jouer sur un côté. Mais il était très, très proche de la surface. Moi, les matchs que j'ai vus, notamment contre Dortmund et contre le Bayern de Munich, c'était un joueur qui se projetait énormément. C'est quand même, là, on parle de Paqueta qui a quand même débuté numéro 8 à l'AC Milan quand il est arrivé. Alors, je veux bien que ces stats et qu'il y a des milieux de terrain relayeurs qui statent beaucoup plus que Paqueta. Mais pour moi, c'est deux profils totalement différents, les deux. Absolument. Et pour moi, à mon avis, ce qui nous manque, c'est pas vraiment les 8 purs, parce que bon, on a Cacré qui peut faire ce travail, on a Guimaraes qui peut faire ce travail, on a Jean Lucas qui peut le faire. Mais par contre, si on perd Aouar, on n'a absolument plus personne dans ce profil-là, donc qui est milieu très offensif. On n'a plus personne. Un milieu capable de faire des stats, capable de marquer, donner des passes, on n'aura plus personne. Et vraiment, en plus, si on perd Memphis, donc là, notre côté gauche, ce serait le désert. On devrait faire jouer Maxwell Cornet. Je pense que si Rachica vient, c'est plus dans le profil pour accompagner un numéro 9. Donc, tu as quand même Kadewere, Toko Ekambi, Moussa Dembélé, plus, on ne sait pas si Depay va partir, plus Cherki qui peut jouer plus Cherki qui nous a montré notamment contre Nantes l'année dernière en Coupe de France qu'il pouvait jouer derrière un attaquant. Ça fait beaucoup quand même, non? Qui peuvent jouer derrière un attaquant, ça ne veut pas dire qu'ils vont jouer derrière un attaquant. Toko Ekambi, tu ne vas pas le mettre en faux 9. Enfin, tu ne vas pas le mettre en numéro 10 ou 9,5, tu ne vas pas le mettre à ce poste-là. Cherki, c'est peut-être un de ses meilleurs postes, parce que bon, après Cherki, il est aussi polyvalent qu'inconnu au niveau de son poste préférentiel en pro. Ça viendra avec le temps sûrement. Mais à part ça, Tino Kadewere, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste encore un peu tendre. Même l'expérience de niveau de première division, c'est pas encore affirmé. Mais ça, on est d'accord. Mais les mecs, ils ont des contrats, tu les as achetés, c'est ça le problème.
C'est que, C'est vrai. tu vois. Mais ce qui est bien avec Rachica, c'est qu'il peut jouer à gauche et ailier gauche carrément. C'est un poste où c'est le désert chez nous, on a personne. Surtout encore plus si Aouar et Memphis partent. Donc les deux qui peuvent dépanner à gauche, parce que Memphis je le considère pas vraiment comme ailier gauche et Aouar encore moins. Donc si ces deux partent, ça sera totalement vide et donc il y aura une place à prendre. Et cette place-là, Kadewere ne peut pas la prendre. Toko Ekambi, franchement, je suis pas chaud pour lui donner quoi que ce soit en ce moment. Et donc voilà, à mon avis, voilà, c'est pour ça que je défends cette piste et je trouve que ça pourrait être assez intéressant. Walid, est-ce que toi, tu as un gagnant de ce jeu à décerner, sachant qu'on sait que Max aimerait ramener deux recrues 100% Ligue 1, à savoir Ryan Nouri et Kenny Lala. Et de l'autre côté, on a Yaman qui veut nous ramener des joueurs de l'étranger, donc Paulista de Valence et Rachissa, c'est ça? Rachissa, c'est comme ça qu'on dit, hein, Rachissa. Ouais, Rachissa. Rachissa qui joue au Verder. Est-ce que toi... en fait, non, mais c'est très dur parce qu'il n'y a pas de gagnant. Pour moi, le recrutement en fait est très très complémentaire des deux, avec des secteurs défaillants quantitativement et qualitativement à l'Olympique Lyonnais. Donc sur les deux latéraux, moi encore une fois, ce sont des joueurs qui sont très très intéressants en Ligue 1, même si Lala depuis son transfert avorté au Real Betis, c'est pas non plus extraordinaire et sa meilleure saison c'était quand même il y a 2 ans et il s'est pas encore remis de ça. Ait Nouri, attention aux blessures, mais c'est un très très gros prospect et je pense qu'il va pas rester très très longtemps à Angers, donc je pense que c'est une très belle cible. Paulista, à voir comment ils se remettent cette saison à Valence, parce que entre Parejo, Coquelin, tout le monde qui est parti, etc. C'est le contexte extra-sportif a peut-être miné certains joueurs, mais c'est un joueur qui peut vraiment rendre beaucoup de services à l'Olympique Lyonnais. Et Rachida, je viens d'en parler, donc c'est un excellent joueur, malgré le fait que pour moi, c'est plus un joueur d'axe qu'un ailier. En tout cas, c'est des profils très très intéressants. Maintenant, le problème, c'est qu'à l'Olympique Lyonnais, je le disais tout à l'heure, on est tellement dans l'incertitude des départs qu'on ne peut pas savoir actuellement et on ne peut pas travailler. Et je pense que c'est là où Bruno Chéreau est dans une belle merde, c'est qu'il ne sait pas, encore une fois. Il va devoir être très très comment dire, réactif, parce que s'il y a départ, il va falloir les remplacer. Avoir une plus-value, c'est presque impossible avec Depay et Aouar aujourd'hui sur le mercato, mais en tout cas compenser un maximum, et ça va pas être chose facile. Bah écoutez, Bruno, Johnny, si vous nous regardez, nous on a essayé de mâcher le travail un peu pour vous les gars. On va dire qu'il n'y a pas de gagnant, parce que mine de rien, je trouve que vous êtes tous assez pertinents dans vos choix de recrues. Je comprends très bien Yaman qui veut absolument recruter des joueurs d'expérience. Je comprends très bien Max qui veut recruter des joueurs à des postes où on a des soucis, hein, notamment le poste de Kenny Lala au latéral droit. On va mettre fin à ce jeu. Bien joué à vous deux. Vous avez été très, très pertinent encore une fois. Juste avant de mettre fin à ce jeu. Vas-y, ouais. Juste une petite seconde. Moi, quand on m'a posé la question pour les deux recrues qu'il aurait fallu à l'OL, j'avais répondu Pierre Kaloulou et Amine Gouiri. Et je pense toujours que, quand je regarde le passé, ça sert à rien d'être nostalgique, mais ces deux-là auraient eu une place, mais bien évidemment, ils auraient eu leur place dans cette équipe. Quand je vois le début de saison d'Amine avec Nice et les qualités que Pierre a, ils auraient eu leur place dans cette équipe. Donc c'est encore une fois une question qui est à remettre en question. Évidemment, je regarde quand même plus Kaloulou. Je regarde quand même plus Amine Gouiri que Kaloulou, parce que je considère que Kaloulou il s'est vraiment précipité. Ce départ comme ça en début de mercato, avant de savoir si on va virer les indésirables, tout ça. Et pour aller au Milan qui cible 53 latéraux droits, franchement, à mon avis, c'était pas l'idée du siècle. Amine Gouiri, par contre, ça se voyait que c'était Boucher de chez Boucher et qu'on voulait absolument pas lui faciliter les choses. Donc, voilà, c'était mort. Et je suis content pour lui, mais je suis dévasté de l'intérieur là pour lui, pour l'OL. Évidemment, les amis, ça reste, même si ce sont deux jeunes, ce sont quand même deux jeunes qui ont vachement de talent, et on le voit avec Gouiri à Nice notamment. Les amis, comme je disais, avant de se quitter, on va juste revenir un tout petit peu, très rapidement sur le prochain match qu'attend l'OL, donc à savoir contre l'Olympique de Marseille. Ce sera dimanche à 21h au Groupama Stadium. Walid, je vais poser la question qu'à toi parce qu'on va essayer de faire vite. Est-ce que tu penses l'OL capable de rebondir contre l'OM ce dimanche?
c'est le match parfait pour lancer la saison. Si tu lances pas ta saison maintenant, si t'as pas envie d'oublier un peu ce début de saison très très moyen, je sais pas quand tu vas le faire. Tu as une équipe de l'OM qui vient de prendre 1 point contre Metz, qui vient d'en prendre 0 contre Saint-Etienne, notamment, et j'en oublie un, je crois, il y a encore un autre, il y a 1 point contre Lille en étant catastrophique aussi dans le jeu. Voilà, on sait que l'Olympique Lyonnais aime ce genre de rencontre, même si Garcia, depuis qu'il est arrivé, n'en a pas gagné énormément, notamment l'année dernière contre l'OL. Contre l'OM, pardon, même s'il il avait gagné, je crois, en Coupe de la Ligue, il me semble, 1-0 catastrophique, enfin 1-0, une purge entre les deux équipes. Donc voilà, moi je pense que oui, bien entendu, l'Olympique Lyonnais a les capacités pour sortir un très très gros match. Maintenant, avec qui, avec quoi, comment ça, par contre, malheureusement, j'ai pas les outils nécessaires pour te répondre. Marlon, il nous avait expliqué en conférence de presse qu'il avait travaillé une animation offensive performante pour battre Lorient. On a vu le résultat ce week-end. On va attendre et puis on débriefera le match tranquillement dimanche à minuit. Bah, écoute, Rudy, t'as bossé, mais pas assez. Walid, est-ce que quand même t'as un pronostic sur ce match-là, comme ça? Moi, je vois un gros match nul. Un gros match nul? Ouais, je vois un gros match nul parce qu'on a encore une fois, je vais pas être original, mais on a deux équipes qui sont vraiment dans un sale état dans le jeu, avec très très peu de certitude. Et je pense qu'on va avoir deux entraîneurs encore une fois minimalistes parce que on parle pas beaucoup de Villas-Boas, mais moi ça commence à me sortir par les oreilles. C'est très bien la Ligue des Champions, etc. Le pragmatisme, mais ça commence à devenir très très compliqué à regarder. Depuis déjà un bon bout de temps, déjà la deuxième partie de saison, elle est très très heureuse avant le Covid. Et Garcia la même chose. Donc je vois un gros match nul. Je vois deux équipes qui vont être. Je pense que l'enjeu va rattraper un petit peu le niveau de jeu. Yaman, Max, très rapidement, un pronostic. Très rapidement. À mon avis, Rudy Garcia a décidé que la saison commencerait vraiment après la trêve. Donc, je m'attends pas à grand chose de notre part pour ce dimanche. Par contre, je sais que, je suis presque sûr que ce sera un match avec pas mal d'intensité, d'engagement, de sang, dans le sens négatif, je veux dire, avec pas mal d'envie de se bagarrer. Donc voilà. Mais dans le jeu, je m'attends pas à grand chose. Max? Pareil, très dur de faire un pronostic. On verra quelle équipe on aura dimanche soir, mais je rejoins Yaman sur le côté engagement. Je pense que ça risque d'avoir un classico bis. Après, de quel côté ça va tourner? À l'heure actuelle, je dirais plus que l'OM a quand même un peu plus de certitude et encore avec des grosses guillemets que l'OL. Donc, et beaucoup plus de réussite surtout. Et beaucoup plus de réussite. Écoutez, ne prenons pas de risques, vous avez raison. L'OL sera-t-il capable de relever la tête après toutes ces désillusions en Ligue 1? Réponse ce dimanche à 21h au Groupama Stadium. Du coup, le Goncast touche enfin à sa fin. Merci à tous déjà de nous avoir suivis du début à la fin. Je sais qu'il y en a qui sont habitués de cette émission. À part vous remercier, je peux pas faire grand-chose. Merci beaucoup à vous. Merci à Max et à Yaman de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci Marlon. Merci à vous. Merci à vous surtout. Vous êtes les bienvenus comme d'hab. De toute façon, c'est nous qui font appel à vous. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Merci à Walid d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à l'émission du début à la fin. Walid, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer à parler de foot avec tous les passionnés qui nous regardent et continuer, voilà, tout simplement, continuer à kiffer de faire ce métier. Il n'y a pas meilleur vœu que ça, je pense. La base, Walid, on te souhaite tout le meilleur à toi ainsi qu'au Club des 5. Je dis pas ça parce que je suis assez proche de l'équipe maintenant. Pas du tout. Merci à toi, Walid. Merci également à Alex à la réalisation qui fait un taf monstre comme d'habitude. Et sur ce, nous, on se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure, pour un nouvel épisode du Goncast. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.